L'Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances, mais surtout, en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé le plus rapidement avec les dernières nouvelles et ce en toute primeur. Merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 161e vidéo vous propose votre ce qui fait débat, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre Bled Maralibia d'aujourd'hui se penche sur cette déclaration conflictuelle qui ne s'arrête pas, mais qui ne dit pas son nom non plus, entre l'Algérie et le Maroc, mis et remis en un piège de Thucydide avec une preuve supplémentaire d'un sbire, un certain sbire qui se recherche ou qui cherche ou on ne sait quoi encore à se faire une place au cuisant soleil de ce parvenu mercenariat algérien actuellement au pouvoir. Et il déclare sans nulle gêne que, ouvrons les guillemets et fermons-les tout de suite, que l'intention du Maroc était de pousser à bout les Algériens pour les amener à l'erreur. Eh bien, c'est ce qu'il déclare ce sbire dernièrement. Et nous verrons les détails de cette déclaration. Alors que cette Algérie d'aujourd'hui se bat, oui, les Algériens se battent de tous côtés et avec un PIB, un produit intérieur brut qui frôle les 137 milliards de dollars en 2020, faisant subir un appauvrissement alarmant du pays dont l'avenir incertain devient de plus en plus inquiétant. Et enfin, cette fois-ci, ce n'est plus une rumeur, oui, ce n'est plus une rumeur, puisque l'ancien président de la République, ce petit abbé, oui, ce petit abbé est décédé ce vendredi 17 septembre dernier à Alger, des suites d'une très longue maladie, avec des complications très complexes qui ont fortement marqué son règne à partir de son 4e mandat à la tête de l'État algérien, à savoir depuis 2014. Et nous verrons une petite rétrospective à ce sujet. Eh bien, ce président, il souffrait d'une certaine maladie qu'on peut nommer, qu'on peut oser nommer ainsi dictaturite et surtout corruptose aiguë. Et dès lors, pourrait-on vraiment dire paix à son âme, car pas si sûr qu'il y en ait une. Et c'est pour cela que nous ferons, si vous voulez, ensemble, une petite rétrospective de ce petit abbé. Mais revenons-en à ce Maroc et à cette Algérie. Se dirige-t-il vers une guerre dont ils ne veulent pourtant en réalité pas, ni l'un ni l'autre? Et ce paradoxe avait été mis en exergue durant les guerres du Péloponnèse, lorsque Sparte disputait à Athènes la suprématie. Et pour nous éclairer, Graham Allison invoque, lui, ce qu'il appelle le piège, oui, le piège de Thucydide. Et celui-ci se met en place quand une puissance émergente vient défier la puissance régnante. Au cours des 5 derniers siècles, cette configuration, cette image, cette configuration mortelle s'est présentée 16 fois. À 12 reprises, elle s'est soldée par une guerre finalement. Aujourd'hui,
nous avons face à face des pays qui prétendent à la grandeur, voire à l'hégémonie, et la 17e fois se profile à l'horizon. C'est le cas, oui, c'est le cas de cette rivalité de puissance entre, par exemple, les États-Unis et la Chine. Serait-ce le cas? Oui, serait-ce le cas entre le Maroc et l'Algérie? Et la question est posée ici, concernant cette Afrique du Nord. Et un simple incident terrestre ou maritime pourrait-il entraîner une escalade vers la guerre? Et pourtant, bien des puissances rivales ont su, à travers les siècles, préserver la paix. Aujourd'hui, le droit international donne une définition de la paix qui ne satisfait pas, cette paix qui n'est pas satisfaite, car cette paix est un état de non-guerre. Et le Maroc vit cette situation depuis 45 ans, si ce n'est pas plus. Est-ce une simple coïncidence avec les événements du Mali, où 2 des convoyeurs marocains ont été lâchement abattus par des milices armées formellement identifiées, venues d'un certain Est, qu'intervient la nomination du général de corps armé Belkher El Farouk, inspecteur général des forces armées royales, en remplacement du général de corps armé Abdel Fattah Louaraq. Des interlocuteurs, des diplomates, représentants de puissance avec lesquels le Maroc entretient les meilleures relations, s'interrogent certains, se sont posés cette question. Et nous sommes obligés d'improviser, d'esquiver, car nul ne sait. Nous savons pratiquement tous qu'il est établi que le commandement militaire doit être subordonné au pouvoir politique en toutes circonstances. C'est cela la démocratie. Mais cette règle en temps de guerre met le commandement militaire pleinement responsable de la conduite des opérations, alors que le pouvoir politique, quant à lui, l'est de la conduite générale de la guerre. Or, ce à quoi nous assistons à l'est du royaume marocain, c'est l'inexistence d'aucun pouvoir, ni d'exécutif, ni législatif, pour modérer ces militaires dans leur désespérante fuite en avant et tenter de circonscrire une fois pour toutes la crise qui sévit depuis des années entre l'Algérie et le Maroc. Ces rigidités du pouvoir militaire à Alger se retrouvent à un degré encore exacerbé depuis quelques semaines. Nous en sommes au cycle de concentration et de mise en alerte qui, si elles sont déclenchées, vont s'emboîter les unes dans les autres. Et selon les experts militaires, lorsqu'un pays cherche à prendre des mesures conservatoires visant à préserver sa liberté d'action en cas de surenchère et d'aggravation de la tension, il se pose automatiquement en position d'agresseur vis-à-vis de son interlocuteur. C'est à ce sujet destructeur que se livre l'état-major algérien en paroxysme de la crise. Et le cas le plus typique de l'inconstance de l'état-major algérien se révèle au jour le jour, en essayant notamment de décourager et désolidariser certains pays du Maroc. Que peut leur promettre l'Algérie? Un accès à l'océan Atlantique? Une promesse qui s'affranchit du sentiment national unanime du peuple marocain derrière son roi, son chef, Mohamed VI. C'est le cas le plus typique
de l'inconstance de la politique algérienne, qui se révèle dans les promesses les plus folles, et par son inconséquence, la politique algérienne aboutira à terme à dresser le peuple algérien et à le plonger dans une autre guerre civile. Car là-bas, bien sûr, que les médias aux ordres, oui, aux ordres, agitent l'épouvantail, jettent de l'huile sur le feu contre leurs voisins marocains. Et au cours des batailles féroces que les forces armées royales, donc ce phare, ont eu à livrer contre les éléments de l'armée algérienne qui avaient pénétré sur le sol national, notamment à Amgala. Les officiers supérieurs marocains suppliaient le commandement suprême qui les autorise à pousser leur avantage au-delà des frontières et reprendre les territoires confisqués par la colonisation française au détriment du Maroc. À quoi l'ancienne puissance coloniale répond encore et toujours par des atermoiements et des incohérences. Et même Dominique de Villepin, oui, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la France, avait été interrogé sur cette épineuse affaire. Lui, l'historien, lui, le natif du Maroc, il était resté évasif. Alors comment s'y prendre? Comment on le fait avec constance et détermination, sans menacer personne? Il faut comprendre que les Algériens utilisent la tactique des Russes, qui les forment et les entraînent, celle qui consiste à user progressivement l'adversaire, le faire pourrir, et ceci toujours en fonction de leur appréciation du rapport objectif des forces. Les Russes, oui, les Russes ont toujours montré que leurs intérêts et rien d'autre qui correspondent à leur conception de l'opportunisme stratégique. Et ils exploitent les circonstances qui leur sont favorables, bien évidemment, puisque la responsabilité est d'empêcher les Algériens de saisir des occasions afin de fixer des objectifs par voie de conséquence. Et c'est comme cela. Oui, il est comme cela, dans cette ambiance, dans ce climat. Il est même insinué que la rupture des relations diplomatiques de l'Algérie avec le Maroc est une erreur grossière commise par la diplomatie algérienne qui est tombée dans un piège tendu, vous savez par qui? Eh bien par le Maroc. Et tiens, c'est l'analyse inédite, complètement inédite. On ne sait d'où est-ce qu'elle vient et d'où elle a été imaginée. Une analyse inédite, effectivement, que vient de produire dans une tribune, publiée par ce Nordin Boukroeh, décidément, cet ex-ministre du Commerce de 2002 jusqu'à 2004, l'ex-candidat à la première élection présidentielle pluraliste en Algérie, à savoir l'élection présidentielle de 1995, et ça date déjà. Celui qui se prétend intellectuel algérien est aujourd'hui l'une des plumes les plus engagées, et vivant en France, entre la France et le Liban, ce Nordin Boukroeh se permet le luxe de critiquer vigoureusement le régime algérien en se prenant sévèrement à ce pseudo-président athée. Ce qu'il fait justement et légitimement, qu'il a qualifié dans ses derniers écrits de fou, oui, de fou, qui finira probablement assassiné. Oui, vous avez bien entendu, ce président athée, selon Boukroeh, finira probablement assassiné après avoir été sauvé de prison. Il a été sauvé, rappelons-nous-en, de ce Ahmed Gaïd Salah. Cet ex est décédé
alors qu'il était le chef d'état-major de l'armée algérienne. Cette fois-ci, Nourdine Boukroh s'attaque aux querelles et tensions qui opposent l'Algérie au Maroc en proposant une lecture plus ou moins originale. Et pour cause, cet ex-ministre algérien et fondateur du Parti du Renouveau algérien, le PRA, a estimé dans sa dernière tribune, publiée sur sa page Facebook, que la décision algérienne de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc pour une décision ni pesée, ni pensée, ni même souveraine. Il déclare: j'ai de fortes raisons de croire qu'elle a été télécommandée avec habileté par le Maroc. Et vous avez bien entendu. Oui, une décision télécommandée par habileté par le Maroc, qui a opposé l'intelligence froide de la diplomatie, des causes injustes, à l'amateurisme de la diplomatie, des causes perdues. Les causes énumérées par le ministre des Affaires étrangères algérien pour se justifier et pour justifier sa décision sont justes, fondées et conformes à l'histoire, mais personne au sein du Haut Conseil de sécurité, à la présidence de la République ou au ministère des Affaires étrangères ne s'est demandé si ces provocations n'étaient pas voulues, calculées et enfilées les unes dans les autres pour amener précisément l'Algérie à cette initiative. Une initiative qui la ferait passer aux yeux de l'opinion marocaine, arabe et internationale pour un État impulsif et belliqueux qui a refusé la main tendue marocaine, l'invitation au dialogue sans condition préalable et même l'aide pour lutter contre les incendies. Analyse encore ce Nourdine Boukroh, qui développe ainsi une nouvelle thèse pour expliquer les dessous du conflit algéro-marocain. Et cette thèse repose sur le fait que le Maroc a tendu un véritable piège dans lequel l'Algérie est tombée, bêtement, sans faire preuve d'un esprit critique. Nourdine Boukroh avance plusieurs démonstrations pour étayer son analyse. Et d'après l'ex-ministre algérien, le Maroc a recouru à la provocation, vous avez bien entendu, à la provocation à l'égard de l'Algérie pour utiliser la figure du voisin ennemi dans ses machinations politiques internes visant à imposer son opinion publique nationale, l'adhésion à la normalisation des relations avec Israël au détriment de la cause palestinienne. Ainsi, le régime marocain aurait voulu procéder à une opération de substitution de l'ennemi absolu dans l'esprit des Marocains en reportant ses peurs et ses reproches sur le voisin algérien, militarisé et surarmé, en associant cette peur au besoin d'une protection extérieure, disposant des moyens nécessaires d'intervenir sans se soucier de l'ONU ou craindre des sanctions internationales. Ce qu'indique à ce propos l'intellectuel algérien dans sa tribune. S'il fallait encore une preuve, la voici. À quelques jours de quitter le pouvoir, le Premier ministre marocain a fait une curieuse déclaration où il avait l'air de retirer la caution de l'État aux propos tenus par l'ambassadeur marocain à New York sur la Kabylie, 2 mois plus tôt. S'il avait ne serait-ce que fait semblant de recadrer l'ambassadeur avant la prise de la décision de rupture, l'Algérie aurait été obligée d'y voir un geste conciliant et d'y renoncer, précise encore ce Nourdine Boukroh, décidément, qui croit dur comme fer que l'intention du Maroc était de pousser à bout les Algériens pour les amener à l'erreur. C'est pourquoi le Premier ministre, a fait sa déclaration après, dit-il,
La rupture dans un seul but, ne pas laisser de place au soupçon que le Maroc aurait été pour quelque chose dans la décision de l'Algérie. Il fallait un seul coupable dans l'affaire. Et pour toute trace de provocation marocaine devait être effacée avec le semblant, le désaveu qui était un coup d'éponge. Argue encore l'opposant algérien qui a déploré la psychologie impulsive et épidermique du pouvoir algérien qui ont permis au Maroc et Israël d'anticiper ces réactions. Effectivement, il est tombé dans le piège en pensant, in petto, qu'il allait gagner en popularité parce qu'il prenait pour de l'héroïsme diplomatique, mais qui n'était qu'une bouderie de fillettes provoquées à dessein, une fâcherie de gamins, comme on disait, souligne en Corse Nourdine Boukouré, qui a vilipendé les dirigeants algériens et leur incapacité à faire preuve d'une analyse profonde de la situation géopolitique de la région. L'Algérie n'a pas fait que rompre avec le Maroc, qui s'en tape royalement. Elle s'est ridiculisée en rompant avec la notion même de diplomatie par la bouche du très peu diplomate ministre des Affaires étrangères qui a tenu des propos éminemment antidiplomatiques il y a une semaine au Caire que n'aurait pas tenu un élève de 6e. La décision de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc est une décision souveraine, définitive et irréversible, a-t-il déclamé en bombant le torse. Il lui a manqué d'ajouter « ni ici-bas, ni dans le dollar ». Quelle honte, conclut Nourdine Boukouré, qui ne va pas manquer de susciter de nouvelles polémiques. Et on entendra encore au sein du sérail algérien, et avec sa plume plus incisive encore, et ses critiques acerbes. Et en plus, oui, en plus de toutes ces déclarations à géométrie variable, telles qu'une girouette complètement déboussolée, complètement perdue à la dérive, eh bien, dans son plan d'action qui a été présenté et voté jeudi 16 septembre dernier par les députés de cette assemblée dite populaire et nationale, le gouvernement algérien confirme dans ses indicateurs macroéconomiques que le produit intérieur brut, donc le PIB de l'Algérie, a dépassé à peine et péniblement les 137 milliards de dollars américains en 2020, marquant une inquiétante chute par rapport à 2019 où ce PIB du pays était fixé un tout petit peu plus haut, c'est-à-dire à quelques 171 milliards de dollars. Et ce recul significatif reflète plus que jamais l'appauvrissement alarmant du pays, de cette Algérie, et soulève des inquiétudes sur son avenir économique. Et c'est là que nous pouvons nous attarder quelque peu d'un pays aussi riche tombé aussi bas. Il faut savoir que le PIB correspond à la somme des valeurs ajoutées et mesure la richesse d'un pays, c'est-à-dire la quantité de biens et de services produits dans un pays en une année. Et le PIB permet de mesurer la croissance économique, c'est-à-dire la hausse du PIB en volume sur une longue période. C'est la principale mesure utilisée par les économistes pour mesurer la création de richesse d'un pays. En effet, le produit intérieur brut mesure la valeur de tous les biens et services produits dans un pays sur une année et il représente le résultat final de l'activité de production des unités productrices
résidant dans le pays et indépendamment de leur nationalité. La variation du PIB d'une année sur l'autre permet de mesurer le taux de croissance économique d'un pays. Et à l'inverse, une diminution du PIB traduit une décroissance de l'économie. La forte chute du PIB de l'Algérie en 2020 signifie un recul net de la production des richesses nationales, avec un pays de 45 millions d'habitants tout de même, qui produit à peine 137 milliards de dollars de richesses par an. C'est une véritable anomalie, surtout lorsqu'on connaît l'ensemble des atouts géostratégiques qui confèrent un potentiel hors norme à l'Algérie par rapport aux autres pays du monde. Il faut savoir également que la richesse nationale en Algérie marque un recul inquiétant ces dernières années, alors qu'en 2014, le PIB de l'Algérie dépassait les 218 milliards de dollars. Et il chute en 2017 jusqu'à 170 milliards de dollars, avant de remonter en 2018 à 175 milliards. Donc il a joué entre-temps un certain yo-yo. C'est dire que depuis le choc pétrolier de 2014, où la chute des prix du baril de pétrole a dépassé les 50% pour baisser sous le seuil symbolique des 60 dollars, l'Algérie ne cesse de s'appauvrir et de perdre des richesses nationales. Pour rappel, entre novembre 2014 et janvier 2016, les prix du pétrole, qui s'établissent à une moyenne environ de 100 dollars le baril, reculent de plus de 60%, atteignant en janvier 2016 le plus bas niveau depuis de nombreuses années, à savoir 27 dollars seulement. Et l'appauvrissement de l'Algérie est donc une réalité amère que personne ne peut démentir. Et à ce rythme, cette Algérie pourrait être déclassée par plusieurs autres pays africains dont le PIB, à savoir la richesse nationale, ne cesse de croître d'une année à l'autre. À titre d'exemple, juste à titre d'exemple, le Maroc, le pays voisin, pourrait dépasser l'Algérie d'ici 2026, puisque son PIB sera de 162 milliards de dollars et l'Algérie à peine 153 milliards de dollars. Péniblement, affirment à ce sujet les projections du Fonds monétaire international, le FMI, concernant les perspectives de la croissance économique mondiale sur le continent africain. L'Algérie sera également clairement dépassée par d'autres pays africains qui deviendront des géants économiques comme le Nigeria ou l'Égypte. Et le Nigeria, première puissance économique en Afrique, va ainsi doubler sa richesse nationale au cours des 6 prochaines années, en passant de 429 milliards de dollars en 2020 à, écoutez bien, 964 milliards de dollars en 2026. C'est dire enfin que beaucoup de pays progressent alors que l'Algérie recule et s'appauvrit de plus en plus. Et il est plus que jamais urgent de remédier à cette situation pour permettre à cette Algérie d'exploiter son potentiel pour devenir une véritable nation riche dans le monde. Mais c'est loin d'être le cas. Certes, cette Algérie, une nation riche dans le monde, mais tellement précarisée par toutes les présidences qui se sont succédées au pouvoir, et dont fait partie ce petit abbé qui tire finalement sa révérence à l'âge de 84 ans. La mort de cet abbé
a été annoncé officiellement ce vendredi 17 septembre par le palais présidentiel d'El Mouradia. Et selon cette source officielle, le décès de cet ex-chef de l'État qui a dirigé l'Algérie de 1999 à 2019, donc presque 20 ans, est intervenu, sa mort est intervenue vers 21 h des suites de sa maladie, dit-on, à l'âge de 84 ans, a indiqué la présidence de la République, citée par cette télévision nationale ENTV, la chaîne de télévision étatique algérienne. Rappelons que cet abbé est né le 2 mars 1937 à Oujda, au Maroc, et il a accédé à la tête de la présidence de la République le 27 avril 1999 pour se retirer de force le 2 avril 2019 sous la pression de l'état-major de l'ANP, cette armée nationale populaire, qui a instrumentalisé le mouvement populaire citoyen, ce Hirak, pour le destituer après 4 mandats successifs à la tête du pays. Mais après une certaine disgrâce, disons-le, la solitude, oui, la solitude protégée de ce petit abbé à Alger, vivait reclus depuis sa démission forcée de 2019 et seul son entourage était la cible de la justice. La dernière apparition publique de cet ancien président algérien, dans la mort à l'âge de 84 ans, rappelons-le, remonte donc, on l'a vu pour la dernière fois, le 2 avril 2019. Il était vêtu d'une gandora à la mode marocaine. Ce Boutef, au pouvoir depuis avril 1999, remettait d'un geste laborieux sa démission au président du Conseil constitutionnel, Tayyip Belaïz, en présence du président du Sénat, ce fameux Abdelkader Ben Salah, disparu depuis. Et ce Ben Salah allait assurer l'intérim par conséquent. La scène vraiment pathétique. Oui, pathétique parce qu'elle signait la fin d'une époque, celle où le pouvoir s'identifiait à celui qu'incarna cette Algérie de l'après-décennie noire des années 90. Elle survenait après des semaines d'un puissant mouvement de contestation populaire pacifique, le Hirak, oui, le Hirak, mobilisé à partir du 22 février autour du refus d'un 5e mandat pour un chef d'État en fauteuil roulant qui avait perdu tous ses moyens et souffrant de sérieuses difficultés d'élocution. La disgrâce, oui, la disgrâce, le lâchage de l'armée qui exigeait d'acter l'état d'incapacité du président, enterrant ainsi les ultimes tentatives du cercle présidentiel pour lui aménager une sortie moins abrupte. On continuera longtemps à parler, oui, on continuera longtemps à parler de ce Boutef, ou plutôt de ces Boutefs, mais les Algériens ne les verront plus, même si le frère de ce président, ce Saïd, oui, son petit frère, ce petit abbé est un petit frère, prénommé Saïd, tous les deux anciens chefs de gouvernement, rappelons-en, un certain Ahmed Ouihia, oui, Ahmed Ouihia, et Abdelmalek Sellal, l'autre illuminé, et une flopée de ministres se sont retrouvés en prison à l'issue de procès contre ce qui est appelé la Isaba, oui, la Isaba, cette bande de bandits, formule qui a permis au régime de se défausser sur le clan présidentiel. Cet abbé, oui, cet abbé, lui, ne sera jamais en tout cas inquiété puisqu'il en est mort. Ni même convié
a témoigné alors que des avocats de certains responsables emprisonnés le réclamaient. Et un tel choix judiciaire a évité bien des complications politiques. Il avait aussi une certaine cohérence avec le récit officieux distillé dans les médias, réduisant les turpitudes du régime et la corruption endémique au fait que le pouvoir présidentiel aurait été indûment, voire clandestinement, pris en main par le frère du président, ce fameux petit Saïd. Avec ce procès de ce Boutef sans Boutef, oui, un procès de Boutef sans Boutef, est réduit à la seule Issaba, ces bandits mercenaires. L'ex-chef d'État est devenu ainsi presque une victime de son propre petit frère, ce dernier se voyant chargé de tous les maux du pays, la malédiction, quoi, de ce petit Saïd. Politiquement, ce petit abbé qui s'en est allé est en fait mort depuis le 22 février 2019, avec le début du Hirak et le mouvement qui a mobilisé des centaines de milliers d'Algériens et d'Algériennes à Alger et ailleurs dans le pays et dans les grandes villes, et progressivement passé d'un rejet du 5e mandat à l'exigence d'un changement de régime. Et le Covid-19 est passé par là, avec une répression tous azimuts, ont toutefois fini par réduire le bilan du Hirak au seul départ, oui, au seul départ de ce petit Boutef, assorti de la vague d'emprisonnement de ses proches. Et le frangin, oui, ce frangin Saïd, ainsi que deux anciens patrons du renseignement qui sont toujours là, ont d'ailleurs été acquittés en appel, rappelons-nous-en, de l'accusation de complot contre l'armée de l'État. Ce cher frère, oui, ce cher petit frère, a toutefois été poursuivi et condamné dans de nombreux procès pour corruption. Et hormis les caricatures et les plaisanteries sur les réseaux sociaux, l'ancien président a lui totalement disparu du champ médiatique. L'amnistie, quoi. S'il a été affecté par les infortunes de son frère, Saïd, il n'en a jamais fait état publiquement et plus aucune information n'a été donnée sur son état de santé. Une honte, une gêne, on nous voulait en parler. Et cette discrétion contraste avec les images pénibles de la période ayant précédé sa disgrâce, puisque ce président, ce petit président, était alors incapable de se mouvoir et de parler. Mais les médias officiels le mettaient en scène, accueillant des visiteurs étrangers de passage. Ces images étaient censées représenter la preuve de sa capacité à assumer sa charge. Et les Algériens se souviennent encore avec beaucoup d'acrimonie de ce qu'ils qualifient de faux témoignages, même de celui de cet ancien président François Hollande à propos de l'état de santé de ce Boutef lors de son passage à Alger en juin 2015. Le président Abbé m'a donné l'impression d'une grande maîtrise intellectuelle. Oui, vous entendez bien ce qu'avait déclaré François Hollande. Le président Abbé m'a donné l'impression d'une grande maîtrise intellectuelle. C'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement, avait déclaré cet ancien président français. Mais pour les Algériens, le départ de Boutef du pouvoir a mis fin à ses voyages à grands frais dans des cliniques françaises ou suisses. Il a également fait disparaître la cohorte de zélateurs
qui œuvrait à compenser l'absence d'un chef d'État amoindri depuis son accident vasculaire cérébral en 2013 par une surabondance de portraits, avec des scènes surréalistes comme celle d'un cheval offert par ses partisans à un portrait de Boutef. Si le chef d'État, cet abbé, avait renoncé aux soins à l'étranger, il a continué à vivre dans la résidence présidentielle de Zeralda, à l'ouest d'Alger, où cette résidence avait été médicalisée en 2013. Et Boutef, sur lequel veillait sa sœur, a continué à y recevoir des soins. Certains observateurs relèvent que, contrairement aux traditions, les télévisions algériennes ne se sont pas mises automatiquement ce vendredi, le jour de son décès, en mode deuil, entre guillemets, après l'annonce de sa mort. Et comme pour marquer le fait que le parcours de cet ex-président, cet abbé, ce petit abbé, s'est achevé par une fin protégée, mais solitaire. Mais de notre côté, dirions-nous tout simplement que ce petit abbé est parti, oui, parti, mais sans aucune gloire, mais vraiment aucune. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec grand plaisir au travers de votre Ce qui fait débat, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion habituelle entre nous à chacune de nos entrevues. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, mais surtout un grand merci pour votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider réciproquement et d'aider votre chaîne Bled Magharibia qui en a tellement besoin de vous en vous y abonnant et de faire abonner toutes vos connaissances partout où vous y êtes. Mais surtout, n'oubliez pas de partager au grand maximum autour de vous toutes les séquences des vidéos de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, chers amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.